Voilà, merci de nous accueillir chez vous. Nouvelle semaine qui redémarre. Messieurs, bonjour. Bonjour. Jérôme Duhamel, pour la 6e année consécutive, vous épinglez les personnalités les plus connues en France comme à l'étranger. Alors, il y a qui dans votre collimateur ? Il y a tout le monde, il y a tout ce que j'ai appelé les stars, en mettant des Ouais. grosses guillemets, c'est-à-dire aussi bien les politiciens, les chanteurs, les acteurs, les mannequins, enfin tous ceux qui font l'actualité, les animateurs de télé, bien évidemment, parce qu'il y a une sacrée dose de crétins là-dedans, la télévision. Ailleurs, hein, sur d'autres chaînes. Des noms. Est-ce que, justement, est-ce que certaines stars prennent mal le fait d'être dans ce bouquin ? Non, bah, c'est la 6e année, vous l'avez dit, que je sors Le Grand Méchant Bêtisier. Ouais. La première année, ouais, il y avait des grandes stars de la télé à l'époque qui sont plus grand-chose aujourd'hui, genre Patrick Sabatier qui avait ronchonné, il y avait aussi l'entourage de Jacques Chirac et tout. Et puis ça s'est calmé, aujourd'hui maintenant même, il y en a qui se plaignent. L'année dernière, j'avais croisé Jean-Pierre Foucault qui me dit « Je suis très déçu, cette année, il n'y a rien sur moi dans le bêtisier ». Comme quoi ? Donc c'est bien, c'est devenu un petit peu une institution. Et pourquoi est-ce que vous leur mettez un nez rouge à ces grands comédiens? Parce qu'on les prend pour des clowns. C'est pour bien montrer que ce livre, c'est de la dérision, que ce livre, c'est de l'humour, que ce livre, c'est de la bonne humeur. Oui. Très bien. Émile, on parlait de personnalité il y a un instant avec vous. Jérôme, je dis Jérôme Émile, je confonds tout parce qu'en fait c'est le même nom de famille. Bah oui, c'est Duhamel, vous voyez. C'est compliqué. Alors aujourd'hui on joue au jeu de cette famille, vous voyez. Émile, vous êtes une personnalité de la ville de Roubaix. Avec vous on va évoquer les usines textiles. Vous avez commencé à travailler dans le textile à l'âge de 12 ans. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque ? Ce que je retiens de cette époque, c'est que nous étions à cette période... Micro bien près de la bouche, Émile. D'activité pleine de l'industrie textile. À savoir que, d'une part, si j'ai commencé à travailler à 12 ans, c'est que le travail existait, que de ce point de vue, l'entrée à l'usine était assez facile. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail à l'usine ? J'ai été apprenti tissant 8 jours, puisque c'était un métier qui s'apprenait pour la fabrication de ce qu'il en était question facile. Et puis je suis devenu tisserand sur un métier de 8 jours qui ont suivi. Ouais. Quel souvenir gardez-vous de cette ambiance à l'intérieur de l'usine avec les copains? C'était la fraternité? L'ambiance, je vais vous le dire, vous savez, je suis un homme politique. Hein, on va surtout évoquer, si vous voulez bien, Émile, on va surtout évoquer cette vie du textile. Votre vie est dans l'usine textile. J'ai bien compris la question. Si je situe que c'est en 1935, c'est en pleine période où ça va se préparer 1936. Hein. Ça veut dire que dans l'usine, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de débats, il y a des rapports et beaucoup. Mais ce que je retiens en particulier, c'est que c'est mon premier accident de travail à 12 ans. Ouais. À l'époque, en 1935-36, les usines textiles de Roubaix occupaient combien de personnes? Oh, à l'époque? Oui. Oh. Les usines textiles de Roubaix à l'époque? 35 000. Oh, plus que ça. Plus que on va justement se plonger dans cet univers des usines textiles avec un reportage sur l'histoire de la lainière de Roubaix. C'est un reportage signé Fabrice Poiblot. Regardez. La lainière de Roubaix, c'est tout un symbole, le fleuron de l'industrie française il y a 40 ans. Visité par la reine d'Angleterre Elisabeth II et le prince Philippe en 1957, Paris Match consacre un numéro spécial à l'événement. 3 ans plus tard, c'est Nikita Khrouchtchev, le numéro 1 soviétique, qui fera le tour de la filature. Car à cette époque, la lainière est l'exemple même de la réussite, avec à sa tête Jean Prouvost. Devant l'atelier filature 51 de la lainière de Roubaix, l'atelier le plus moderne du monde, Monsieur Jean Prouvost souhaite la bienvenue à la reine. Puis, il lui fait les honneurs de ses ateliers où toute l'année, dans une ambiance lumineuse et une température égale, 4800 ouvriers et ouvrières surveillent l'activité de centaines de machines qui, successivement, transforment chaque jour environ 50 000 kilos de ruban de peigné en fil. Créée en 1911, la lainière emploie alors 300 personnes. Très rapidement, elle devient une entreprise performante, malgré la crise, malgré la guerre. Jean Prouvost investit, innove et prend de l'avance. Les effectifs ne cessent d'augmenter, les courbes de production et de vente montent en flèche, mais Jean Prouvost veut aller plus loin. Il lance la laine Pingouin, le succès est fulgurant, les magasins affichent leur enseigne sur l'ensemble de la France. Alors les marques se multiplient, les chaussettes Stem, les tricots Rodier, Corridan, Tilbury, Intexa, tout part d'ici. C'est l'apogée dans les années 60, près de 7000 employés, plusieurs centrales d'achat, une quinzaine d'établissements de transformation et des filiales internationales. Mais en octobre 1978, Jean Prouvost meurt et surtout à cette époque, les matières synthétiques apparaissent.
La concurrence est trop rude et le marché mondial change de visage. Les nouveaux fabricants bénéficient d'une main-d'œuvre moins coûteuse. Le déclin du textile français est annoncé. Pour la lainière de Roubaix, c'est une page qui se tourne. Les plans de restructuration se multiplient, les conflits sociaux se succèdent. En 15 ans, 6 000 emplois sont supprimés. Une véritable hécatombe. Au cours du comité d'entreprise qui devait avoir lieu ce matin, la CGT et la CFDT n'ont pas pris part au débat. FO et CFTC ont quitté la séance. Les syndicats refusent le plan social destiné à accompagner les 754 suppressions d'emplois. En 1993, le groupe VEV Prouveau éclate. Philippe Verbeck arrive en sauveur, mais rien n'y fera. Le tribunal de commerce est saisi, un nouveau repreneur est désigné. Aujourd'hui, la lainière de Roubaix compte moins de 400 salariés, mais cette fois Paris Match n'en parlera pas. Émile, vous venez de regarder ce reportage. Vous avez une réaction, vous avez quelque chose à ajouter? Il y a un peu d'émotion quand vous revoyez cette grande époque. Vous savez, quand on parle de la lainière, moi j'ai connu la lainière avec pas de 6 000 ouvriers. Ouais. J'ai connu la lainière, les entrées et les sorties, où j'y allais prendre la parole en tant que secrétaire de syndicat, où je commençais à parler au bord de la porte. Il y avait un tel mouvement de sortie, de puissance de sortie, que je m'en trouvais au milieu du pavé quand j'avais terminé. Est-ce que, comme les mineurs, les ouvriers du textile étaient solidaires entre eux? Est-ce qu'il y avait cette chaleur entre les ouvriers? Vous savez, l'industrie du textile était toujours une industrie à forte combativité dans la période d'avant-guerre et après-guerre. Et il y avait beaucoup de solidarité parce que c'est pas un travail personnel dans le textile, c'est un travail collectif. Ouais. Et donc, on avait vraiment on avait les coudes oui, serrés. Bah oui, vous travaillez sur les continues à filer, vous savez. Ouais. Les soigneuses de continues à filer, c'était une équipe soudée. Ouais. Les médias ont beaucoup parlé de la fermeture de ces usines textiles. Jérôme, vous êtes journaliste, vous avez travaillé à RTL, Le Figaro, l'Express, à Paris Match. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'écrire des papiers justement sur le déclin du textile dans le Nord? Eh bien, pour vous dire honnêtement, pas tellement, parce que justement, vous venez de le dire, j'ai travaillé à Paris Match, c'est là où je suis rentré comme jeune journaliste en 1970. Et on ne nous a pas beaucoup envoyé traiter les conflits sociaux des lanières du Nord, parce que mon patron à Paris Match, il s'appelait Jean Prouveau, tout simplement. Donc, oui. vous voyez, c'est pas vraiment les sujets qu'on nous a envoyés traiter à cette époque-là, dans les années 70, où ça a vraiment été mal. Ouais. Jean, on va parler du Beaugardin. Oui, eh bien, je crois que puisque l'on est à Roubaix, c'est pas M. Duhamel qui me contredira, puisque vous êtes président de l'association du Beaugardin, le Parc Barbieux, on sait que ce jardin est là, beaucoup viennent le visiter, beaucoup l'admirent, mais il y a peu, je crois, qui connaissent pourquoi ce jardin est là. Alors, je crois qu'il faut d'abord rappeler une chose. Roubaix avait besoin de charbon lorsque prenait l'essor cette formidable industrie textile que l'on vient de voir. On avait besoin de charbon pour faire marcher les machines, pour faire tourner ces formidables machines à vapeur. Et pour amener ce charbon au cœur de Roubaix, au pied des filatures, on a imaginé creuser un canal entre le canal de l'Escaut, d'un côté Waterloo, et rejoindre le canal de la marque canalisée. Pourquoi on a creusé comme ça un canal on a creusé, pourquoi? Parce que d'abord, il fallait passer un certain niveau. Il ne faut pas oublier que la montagne de Croix ici est à 41 mètres. Bon, alors il fallait passer en dessous. Ils ont creusé et ils se sont retrouvés dans un terrain sablonneux extrêmement difficile à travailler, à tel point que pendant les 10 ans où le chantier a travaillé, il y a eu un mort, après il y a eu un deuxième effondrement, et au troisième effondrement, l'entreprise qui dirigeait les travaux a fait faillite. Et donc le chantier est resté abandonné pendant 20 ans. Il s'est passé ensuite une catastrophe en l'année 1866. Ce chantier qui avait été abandonné, il y avait des eaux qui stagnaient, et tout à coup, il y a eu une formidable épidémie de choléra à travers tout Roubaix, d'ailleurs à Lille aussi, il y a eu une épidémie de choléra à cause de l'eau. Il y a eu plus de 2000 morts à cause du choléra ici à Roubaix, il y a à peine un peu plus d'un siècle. Bon, à ce moment-là, la municipalité a dit, c'est terminé, il faut trouver une solution. Pour ce chantier qui n'en finit pas de finir, on va l'arrêter. On a donc arrêté le chantier du canal. Restait cette plaie béante de ce chantier qui aujourd'hui est le parc Barbieux. Et c'est un adjoint au maire qui a eu l'idée géniale, il faut bien le dire, de transformer ce chantier ouvert en parc. Et pendant 30 ans,
il y a eu un chantier où on a planté les arbres les plus beaux. Je crois qu'il y a 40, 50 arbres qui méritent qu'on aille les voir. On aime s'y balader dans ce parc, Émile, hein, le parc Barbieux. Beaucoup de mariés, d'ailleurs, vont faire leurs photos dans le parc Barbieux. Alors, c'est un des plus beaux parcs de France. Vous le voyez là. Il a une longueur d'1,5 km. Il y a des végétations extraordinaires. Il y a des cygnes. Les enfants viennent voir les oiseaux qui courent sur les plans d'eau. Et c'est vrai que la promenade au parc Barbieux mérite beaucoup plus qu'un détour, surtout en hiver, lorsque les mares d'eau sont bien gelées, lorsque tout est bien dur, on peut se permettre de patiner. Avez-vous patiné, monsieur Diamel? Avez-vous fait du patin? Jamais. Non, patiner, mais plonger dans le temps, oui, une fois. Je suis resté planté. D'ailleurs, oui, ça c'est mal placé. Hein. Et il y avait plus... Ben oui. On nous avait permis d'aller nager en 40, tout de suite autour de l'évêque. On est allé se précipiter au Beau-Jardin où nous avions l'autorisation de nager. Ah bon? On ne s'est pas préoccupé, on s'est mis en slip. Oui. Moi, je nageais, je plongeais bien. Oui. J'ai pris mes élans, j'ai plongé. Et j'ai plongé dans la vase. J'étais enfoncé dans la vase jusqu'au nombril. À la tête des copains. d'eau. La tête des copains, j'imagine. Ah ouais. Mais aujourd'hui encore, ça reste quand même la très grande promenade de tout autour. Ah oui, et c'est vrai que l'originalité de ce parc, c'est qu'il est en plein cœur de la ville. Vous êtes président de l'association des Amis du Parc Barbieux. Qu'est-ce qu'elle fait, cette association, concrètement, Émile? Elle s'occupe avec une passion tenace de la défense de la faune et de la flore. Ouais. Elle s'occupe avec autant de passion pour la sécurité des gens qui s'y promènent, et particulièrement les personnes âgées qui sont d'une grande clientèle du Beau-Jardin, où ils sont nombreux tous les jours de la semaine, pour s'y promener. La défense de la faune et de la flore et la sécurité. Parce que le Beau-Jardin, comme je l'ai appelé dans mon poème, et le canal de Roubaix, ce sont les deux poumons verts de la vie. Vous l'aimez, hein, ce Beau-Gardin, à tel point que vous avez écrit un poème. Et vous allez d'ailleurs nous lire un petit extrait, Émile, de votre poème, qui a donc pour titre « Notre Beau-Gardin ». Allez-y. Chacune ville comme Roubaix possède un tel joyau. Le conserver à l'écran, je ne sais pas ce qu'il nous faut. C'est de la publicité. Dans notre époque, c'est mieux. Paris-Roubaix, c'est beau. Ajoutons le parc Barbieux. Ça sera peut-être aussi vain, je n'oserais pas dire mieux, mais Mich Paris-Roubaix et ça parc Barbieux. Bravo. Voilà, bravo. Un beau poème, Notre Beau-Gardin. On va maintenant regarder un reportage plein feu sur une société spécialisée en images de synthèse. Voici la société Techware. C'est un reportage de Valérie Dermercédian. Le textile a encore un avenir. Ouais, nous le disons et nous l'affirmons, que pour nous, le textile a toujours de l'avenir. Pour la jeunesse, j'ai parlé, la mienne, en 1935, où les aspects de l'ouverture au travail étaient larges. Aujourd'hui, les aspects de l'ouverture au travail sont très hermétiquement fermés. Et la jeunesse, qui aujourd'hui ne désespère pas et qui se bat et qui prend des initiatives pour réaliser les conditions d'avoir du travail, pour les encourager. Voilà, donc ça vous fait plaisir de voir ce genre de reportage. Frédéric, vous êtes photographe, votre métier c'est France Télécom, enfin on ne va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler de votre album photo. On va parler de votre photo, la photo c'est une passion pour vous, et vous allez vous balader, l'appareil photo à la main, dans les courées, les fameuses courées de Roubaix. Émile, une petite précision avant de parler avec Frédéric, les courées ont été construites pour les ouvriers du textile? Il faut dire que quand vous voyez par exemple la rue des Longueuil, la rue aux 100 courées, comme on appelait comme ça, avec 10 000 habitants concentrés sur une rue de moins d'1 kilomètre, les courées se sont construits autour des usines. D'accord. D'ailleurs, certaines usines appelaient leurs ouvriers au coup de sifflet, où ils habitaient à 5 à 10 000 $. Alors, Frédéric, vous allez donc très souvent avec l'appareil photo dans les courées. Comment vous procédez pour photographier les gens qui y vivent? Alors, bon, le principe pour moi était surtout de ne pas déranger les gens, c'est-à-dire de ne pas faire du porte-à-porte. Donc, j'allais me promener dans les cours et je discutais avec les gens que je rencontrais. Alors, bon, le principe était le suivant. Je leur expliquais un petit peu la philosophie de mon travail, donc faire un travail sur les habitants des courées, non pas photographier les courées, mais un travail sur les habitants des courées. Et donc, je discutais un petit peu avec eux. Alors, souvent, je faisais la photo la première fois.
Bon, certaines personnes, des fois, étaient réservées. Donc, je revenais, je présentais les photos que j'avais faites du voisin ou de la voisine, etc. Et dans l'ensemble, ça s'est très, très bien passé. Voilà, bon, le plus dur souvent, bon, c'est une anecdote, le plus dur souvent était de boire plusieurs cafés dans la journée. Parce que bon, ne dormait plus la nuit. Voilà, Frédéric. tout à fait. La tradition de ces gens, bon, c'est un petit peu comme dans les mines, on a la cafetière avec le café bien chaud sur le poêle. Sur le poêle, et puis bon, décemment, on ne peut pas refuser, ce serait un affront pour eux, donc des fois le soir c'était difficile. Mais bon, j'ai des souvenirs extraordinaires. Ça vous a apporté quoi contacts. justement sur le plan humain? Bon, sur le plan humain, bon, j'ai des souvenirs de gens que j'ai photographiés et auxquels je leur apportais des photos. Bon, les gens ne sont pas habitués à être photographiés en noir et blanc avec des tirages d'exposition en grand format, être mis en valeur en quelque sorte. Bon, il y a ça, puis il y a aussi la médiatisation qu'il y a eu ces dernières années sur les courets. Ça c'était pas évident, et ça a été le gros travail il a fallu que je fasse au niveau approche avec les gens. C'était de leur expliquer que j'étais pas là pour dévaloriser la courée, mais que j'étais là pour photographier un groupe humain qui habitait dans un contexte particulier, qui en l'occurrence était la courée. Elles sont dans quel état ces courées justement, parce qu'elles datent pas d'hier? Est-ce qu'ils ont les moyens un peu de rénover leur maison? Est-ce qu'on leur donne les moyens d'y vivre confortablement? Bon, disons qu'il y a tout un processus de rénovation des courets, mais le problème qui dit processus de rénovation des courets dit également loyer qui augmente. Bon, faut pas s'en cacher. À partir de là, les gens ne peuvent plus habiter. Oui. C'est le problème. Moi, ce que j'ai retenu de 3 ans où je me suis promené dans les courets, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, les gens sont très contents de vivre dans les courets. Alors c'est vrai que souvent, en termes d'hygiène, bon, c'est pas toujours évident. Il m'est arrivé de rentrer dans les courets où les toilettes étaient encore dans la petite cabane au milieu de la cour. Mais d'un autre côté, il se crée un climat, une ambiance entre les voisins, etc. Bon, ça fait très latin, quoi. Je veux dire, les gens, dès qu'il y a le premier rayon de soleil, la table de camping est dehors, les chaises sont dehors. Bon, c'est pour ça que j'ai jamais eu du mal à trouver des gens dans les cours parce qu'ils vivent dehors. Vous êtes connu comme le loup blanc, alors là-bas. Bon, ça remonte déjà à 2 ans, mais j'étais effectivement très très connu. Ouais. Ça, il n'y a pas de problème. Vous exposez vos photos? Donc ce travail a été exposé au Centre des archives du monde du travail en début d'année. Bon, il y a eu un petit livre de sortie, oui. Sinon, bon, j'expose d'autres séries effectivement dans la région, oui, tout à fait. Jean, vous avez déjà eu l'occasion de lire beaucoup de livres sur la ville de Roubaix, Maxence Andermersch a raconté la vie dans ces courées, en particulier avec ses grands romans à propos, par exemple, Les sirènes se taisent. C'est sûr que l'on a cette fraternité, chacun s'appelle, chacun s'interpelle. Quand il y a quelqu'un de malade dans une maison, on va lui porter secours, on va lui porter à manger, on va lui porter ce qu'il faut pour tenir pendant toute la maladie. C'est vrai qu'il y a une très grande fraternité. Tout à fait. Je crois dans que ces courées. C'est ça justement que les gens ont peur de perdre en allant en HLM ou des choses comme ça. Je crois qu'ils revendiquent énormément. Rester où ils sont. Voilà, exactement. Malgré les conditions de vie qui ne sont pas toujours évidentes. Merci Frédéric pour ce témoignage, pour ces photos que vous nous avez présentées. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que Jérôme Duhamel est notre invité pour le Grand Méchant Bêtisier 97. C'est la 6e édition. On va parler également du Grand Bazar du Pire et du N'importe Quoi que vous avez fait avec Philippe Vandel, que l'on peut voir tous les soirs sur Canal dans Nulle part ailleurs. On en parle juste après l'agenda. Là, c'est avec Philippe, effectivement, c'est un petit peu le même principe, sinon que là, dans le bêtisier, ce sont des citations de stars. Et là, c'est la même chose, un petit peu sa rubrique sur une chaîne concurrente. C'est tout ce qui nous entoure, c'est tout ce qu'il y a de burlesque, d'insensé dans le monde qui nous entoure. Donc on a cherché, on a mis des textes, on a mis des photos, et on s'est bien amusé à faire ça. C'est le prolongement de sa rubrique sur Canal. Ouais. Vous êtes déjà en train de penser à un autre livre? Vous écrivez en ce moment? Eh ben, je continue, je prépare déjà le bêtisier de l'année prochaine, et puis je peux vous dire que je sors en janvier un livre sur le président de la République. Voilà. Et alors, version humoristique ou plutôt très sérieux? Non, pas très sérieux, entre les deux. Entre les deux? Entre les deux, oui, oui. Très bien, je vous rappelle le titre de ces 2 livres. Il y a le Grand Méchant Bêtisier 97, et puis le Grand Bazar du Pire et du N'importe Quoi. Merci Jérôme Duhamel, merci à tous. Alors demain, nous allons nous retrouver bien sûr à 12h58. Nous serons toujours dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville de Roubaix pour parler de jolis livres avec une libraire, c'est Claire Augian, qui est charmante, vous allez le voir. Puis nous ferons le marché avec Jean-Pierre Coff. Merci de votre attention et à demain.